La parole est à vous. Vous avez en face de vous donc le réalisateur du film, des trois films que vous verrez ce soir ou pendant ce mois. Nous, on est très contents de l'avoir avec nous ici à Genève, comme j'étais très content de l'avoir à Cannes d'ailleurs. Et donc, allez-y, c'est à vous. Il y a un micro qui va passer, donc montez le bras et on vous passe le micro. Peut-être que je peux raconter quelque chose. J'ai une fille qui a 9 ans et quand elle avait 5 ans, elle m'a demandé pour quelque chose, que je lui ai acheté quelque chose, mais elle m'a demandé ça et moi j'ai dit non, je peux pas. Et elle m'a dit, ah, alors c'est à cause de la crise. Et donc le fait qu'il avait un enfant de 5 ans qui connaissait ce mot, que moi je ne connaissais pas sûrement quand j'avais son âge, m'a frappé. Il m'a donné l'envie de filmer la crise, mais avec en essayant de mettre l'imaginaire dedans et de le raconter comme on raconte les histoires. Pour les enfants, pas pour les enfants parce que c'est les mille et une nuits. Les mille et une nuits, ce n'est pas un livre pour les enfants. Donc je voudrais que le réel pouvait donner de la puissance à la fiction et en même temps que la fiction pouvait s'infiltrer dans le réel, dans le monde matériel et lui donner une autre chose. C'est quelque chose qui est l'ordre de l'imaginaire. Parce que pour moi, faire un portrait d'un temps et d'une société, c'est pas simplement filmer les choses qui se passent dans la réalité. C'est aussi essayer de filmer cette chose qu'on appelle l'imaginaire collectif. Enfin, c'est qu'on peut inventer comme des fantasies et que je trouve que c'est alimenté par nos désirs et par nos peurs. Par exemple, l'histoire de la Troïka, c'est absurde. Tout ça c'est absurde. Donc, c'est pas la réalité. Mais je crois qu'il y a quelque chose si réel que la réalité dans cette histoire, c'est les désirs que, entre nous, les Portugais, que toute cette mesure d'austérité s'arrêtait. Même avec le plus con si c'était un aphrodisiaque, peu importe. On veut que ces gens continuent pas à imposer cette mesure. Et donc, dans ces cas, c'est une farce, mais pour moi, dans ces cas, c'est pas la réalité que je filme, comme quand je filme Chômeur, c'est la fantaisie qu'on pouvait avoir sur quelque chose qui pouvait nous éloigner de cette réalité qu'on était en train de vivre. Et pour moi, il doit y avoir place pour les deux dans un film. Il ne faut pas choisir, il faut avoir les deux. Sur le travail avec les journalistes, alors ils étaient trois, ils ont arrivé au bureau, ils se méfiaient beaucoup de nous parce que normalement il n'y a pas de journalistes dans les équipes de cinéma. Mais ça c'était le pari, avoir un petit groupe de journalistes qui faisaient la recherche sur ce qui se passait au Portugal. Et nous, moi et autres des scénaristes, on prenait cette matière, et on choisit quelle matière pouvait donner un conte de Sherazade. Et donc, je trouvais que c'était assez généreux de sa part parce qu'ils étaient des journalistes et donc la plupart du travail serait invisible. Il serait invisible parce qu'il serait réinventé, retravaillé par nous. Mais je crois que ce travail passe par des choses si différentes. Par exemple, ces magnifiques qui apparaissent à la fin, c'était les résultats du travail des journalistes qui ont fait des entretiens avec, c'est pas, presque une centaine de personnes dans cette région des chômeurs. Et donc, c'est le résultat de son travail.
et donc, à chaque segment, il y a le résultat du travail du journaliste. Parfois, c'est presque invisible. Moi, vous n'avez pas vu le deuxième volume encore, le désolé. Cette histoire, le personnage principal, c'est un criminel, un criminel qui est en train de s'échapper de la police. Et donc, ça vient d'une vraie histoire au Portugal, recherchée par les journalistes. Et donc, il avait un moment où ces criminels se rencontraient avec un boulanger. Et donc, il a demandé un jour et un pain, je ne me souviens pas quoi. Et donc, les journalistes nous ont dit il a payé avec un billet de 20 €, il attendait sa monnaie. Et on a mis ça dans les films. Et donc, c'est un détail très réaliste, c'est quelque chose qui se passait, mais comme on n'a pas l'habitude au cinéma, quand on a ce genre de personnages, de voir un assassin qui atteint la monnaie d'un billet de 20 €, ça donne un côté surréaliste à ça. Et donc, ça, c'est un détail. Donc, je dirais que le travail du journaliste, il est dans tous les films, il apparaît de manière très différente à chaque fois. C'est toujours la saison d'hiver et ça rend encore le pays plus triste. Est-ce que c'était fait exprès, choisir la saison vraiment hivernale, beaucoup de vent, la pluie? On a tourné pendant tout un an. Il y a 12 mois on avait travaillé pendant 12 mois. Cet premier film correspond plus ou moins à la première partie, disons, première 3 mois, 4 mois de tournage. On a commencé en septembre, donc on a fini dans ces films, avec ces derniers films. C'est vraiment le jour le 1er janvier, cette dernière séquence. Donc on a filmé de octobre, c'était l'histoire du coq et du feu. La première, c'était pendant le Vendôme. Oui, pour prendre le vendange. Et on a fini au début de janvier. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'hiver dans les films. Après, il va y avoir du soleil. Mais c'est pas c'est les autres histoires. Dans le troisième, il y a de l'été, hein, vous en faites pas. Non, il y a de l'été aussi dans le deuxième. Même si je ne sais pas si c'est plus gai. Moi, je trouve toujours amusant les films, enfin. Mais c'est vrai que le prochain, le deuxième volume, s'appelle Les Désolés. Il y a du soleil, mais parfois c'est un peu triste aussi. C'est au troisième volume qu'on voit vraiment Sherazade. Ici, elle apparaît un petit peu au début, mais elle a sa propre histoire au troisième volume. Et donc, on avait engagé l'actrice. On savait qu'elle devrait faire la voix off, comme dans les livres, être la narratrice du film, de ses contes. Et donc, mais moi, à ce moment, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle ferait. Parce que moi, je savais quel genre d'histoire je devrais avoir, parce que ces histoires dépendaient de ce que c'était en train de se passer au Portugal. Et donc, je l'ai commencé à le demander de jouer d'autres personnages. Et peut-être l'idée, c'est que quand quelqu'un raconte une histoire, ou quand quelqu'un écoute une histoire, il imagine des corps, parce que c'est quelque chose de complètement abstrait. On commence à inventer un corps, un visage. Et donc, j'imagine que Sherazade peut se voir dans certains personnages. Elle va réapparaître aussi dans le deuxième. Elle fait une vache et un génie. Et c'est bizarre parce que le génie parle avec la vache. Donc, elle parle avec elle-même. C'est le cinéma.
Sur la question de l'angoisse, oui, je trouve que peut-être le film est un peu angoissant parce que le monde l'est aussi. Et ces films essayent d'avoir une connexion grande avec le monde matériel, avec le monde au Portugal. Et dans les dernières années, c'était pas très gai pour les gens en général. Et en même temps, moi j'ai l'impression qu'il y a encore de la place pour l'espoir dans ces films, par exemple. Et à mon avis, ma sensation, c'est que la dernière séquence, même si c'est syndicaliste, a un projet politique assez, disons, originel, un peu bizarre, quand même, quand on voit tous ces gens ensemble, à faire quelque chose ensemble, même si ce qu'ils font paraît pas très... qui peut donner quelque chose de très positif, mais tant pis, ils font quelque chose ensemble. Même si il y a quelque chose d'émouvant pour moi à cette réunion de gens qui font quelque chose insensé. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être on devrait, si on regarde tous ces mondes très rationnels où il y a tellement de conneries et des choses injustes, peut-être on doit commencer à faire des choses plus insensées. Peut-être, je ne sais pas, des délires. Aceitam um chá, aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. Vieram, pois, ao sítio certo. Non, c'était les vraies histoires de ces gens. Et après, ce qu'on avait fait, c'était, je les ai demandé à eux de me raconter l'histoire avant de tourner, plusieurs fois. Donc, à chaque jour, moi, je revenais, ils me racontaient l'histoire. Et donc, on a un peu travaillé pour que soit plus concentré et plus clair son discours, sans qu'ils étaient comme des robots. Parce que si on travaille, si on coupe trop, les gens deviennent mécaniques. Et ça, c'était pas bien. Et donc, on a fait ça. Quelques rencontres, je crois, trois, je crois, chacun à 2 jours. Et après, on avait tourné. Non, sont des vrais chômeurs. Non, ce ne sont pas des comédiens. Je profite pour raconter une histoire sur le Portugal d'aujourd'hui. Maintenant, il y a la campagne électorale. Il va y avoir des élections en 4 octobre. Et donc, il y avait une sorte de petit scandale parce que les deux grands partis, un des deux sera gouvernement, les socialistes et les autres de centre-droite, ils ont commencé à mettre les affiches pour la campagne électorale. Et finalement, les deux ont fait la même chose. On regarde, il y avait des gens, des visages, et un disait, c'est pas qu'est-ce qu'il disait, mais c'est quelque chose sur le chômage. Donc, cette personne dans l'affiche était un chômeur. L'autre, c'était, c'est pas, un entrepreneur de succès dans l'autre partie. Il y en avait ces hommes, et on a découvert qu'ils étaient ni portugais, ni chômeurs, ni rien. C'est des figurants. Et c'est comme ça que je pense que la société et la classe politique aujourd'hui pense la réalité. On peut engager des figurants. La seule chose qui compte, c'est l'image. Donc, il y a quelqu'un qui rigole. Bon, c'est une image plutôt positive. Il y a quelqu'un qui a les yeux tristes. Bon, c'est la dépression, c'est la crise. Et ça, c'est pas. Donc, pour moi, c'était très important, dans ces cas, de montrer, quand il y a la fiction, que c'est un peu la fiction délirante, donc la fiction qui s'assume comme fiction. Et quand on travaille avec des chômeurs, d'avoir des vrais chômeurs. Est-ce que vous pensez que le film peut avoir une influence pour cette campagne électorale, justement? Malheureusement, non. Il faudrait que les films seraient un succès pour que ça
ça pouvait faire quelque chose. Et même moi, attention, je trouve que c'est un film politique, celui-là. C'est pas neutre. Il ne cache pas que moi, personnellement, j'ai aucune sympathie pour ce qui s'est passé au Portugal dans les dernières années, pour cette idée européenne de la politique d'austérité, ni pour cet gouvernement qui est au Portugal. Mais je crois, je ne veux pas dire qu'est-ce que c'est le bon chemin, parce que moi, je ne le connais pas non plus. Je n'ai pas assez de conviction ou de lucidité ou de clairvoyance pour dire ça, c'est le bon chemin. Moi, je ne le connais pas. J'ai des doutes aussi. Ce que je ressens, c'est on a vécu une période de grande injustice au Portugal et il y a une réaction à ça. Mais moi, je ne suis pas capable de dire quel est le bon chemin, à quel parti les gens doivent voter. Parfois, c'est difficile déjà pour moi. Donc, j'ai aucune prétention de dire aux autres quoi faire. Mais je voudrais partager, oui, le sentiment de ce qui était vivre au Portugal dans cette période-là. Et partager ça, c'est mon regard, mais et c'est ça que je peux partager. C'est pas dire aux gens quoi faire. La question c'était comment la classe des politiciens portugais ont réagi à ces films. Et la réponse c'est très court. La classe de politiciens au Portugal ne va pas au cinéma. Elle n'a pas vu votre film, certainement. Il y a beaucoup d'animaux dans votre film, enfin dans tous les contes et sur l'affiche aussi. C'est pour l'aspect conte ou... Oui, beaucoup. Disons que tout le monde connaît les contes de La Fontaine, non? Et donc, c'est même dans les mille nuits, la présence des animaux, c'est très important. Les animaux sont très... Moi, déjà, j'aime bien les animaux. Mais ça, ce n'est pas un problème à nous. Mais j'aime beaucoup les animaux dans le cinéma, dans le sens où, avec les personnages, il y a parfois toutes les questions de psychologie, si le personnage il est dépressif ou il est un peu fou, quel est le genre de... Ici, avec les animaux existent d'une façon presque mythique. Et c'est une dimension que je voudrais avoir dans ces films, le côté mythique du côté... Et enfin, j'aime bien quand les animaux parlent. L'organisation de tournage dans ces cas, c'est quelque chose de très bizarre pour moi parce que c'était le chaos. Quand on écoute cette musique, cette chanson punk à la fin des bandes magnifiques, cette chanson s'appelle Chaos is my life. Donc le chaos était notre vie, était un peu la vie du pays et la vie de la propre tournage. C'était très bordélique. Et donc, c'est pas, je crois qu'à chaque moment du film, on imaginait comment on pouvait faire cette négociation entre la réalité et l'imaginaire. Et donc, et je pense qu'il n'y a pas un modèle, une méthode. Ça a changé à chaque moment. Il faut parler des cas concrets. Par exemple, il y avait des moments où la réalité était si délirante l'histoire du coq et du feu, c'était vrai. Enfin, c'était notre premier tournage dans les films. Il y avait vraiment une ville au Portugal avec 2000 personnes, donc toute petite ville, où au même moment il y avait quelqu'un qui avait cette femme c'est vraiment la propriétaire du coq, et donc le coq était vraiment mis au tribunal. Les gendarmes sont venus pour lui dire vous avez 3 jours pour se débarrasser du coq. Il a dit non, je ne touche pas le coq. Et on a aussi été informé par les journalistes qui travaillent avec nous que dans la même ville, qui
qui s'appelle Rezende. Il avait quelqu'un qui a un peu craqué. On a inversé les sexes parce que c'était 2 hommes, une femme. Ici, c'est 2 filles et un garçon. Mais c'était quelqu'un qui était abandonné par sa copine et qui a commencé à être avec un pompier. Et il est devenu un peu jaloux. Il a commencé à brûler des kilomètres et kilomètres de la forêt autour de cette petite ville. Donc, un endroit où il y avait en même temps un coq qui était mis au tribunal et quelqu'un qui a craqué et a commencé à brûler la forêt et a envoyé des SMS pour dire « je t'aime » à sa ex-copine, j'ai dit « bon, c'est un endroit spécial et peut-être Sherazade doit s'occuper de ça ». Et donc, c'était le premier tournage, on allait... Et donc, dans ces cas, après, on savait qu'il y avait des élections. Et donc, on allait très rapidement à cet endroit pour essayer de comprendre comment on pourrait lier les 2 histoires. Et à ce moment, c'est venu l'idée, bon, le coq peut être chanté sitôt parce qu'il va dire aux hommes que ce qui est en train de se passer dans l'autre histoire. Et on savait, et donc on a décidé, on a 3 semaines pour préparer tout ça et filmer, parce qu'il va y avoir des élections pour la mairie ici, enfin, dans tous les Portugal, et on veut avoir ces moments aussi. Et donc on tournait l'histoire du coq, on tournait avec les gamins qui jouent l'histoire du frère, et en même temps, on avait les journalistes, un de ces journalistes qui parlait avec les politiciens locaux pour savoir qu'est-ce qui se passait avec les élections. Et qui nous appelait, pendant qu'on filmait, qu'on tournait le coq, l'histoire du coq et l'histoire des gamins, qui nous appelait pour dire, bon, maintenant les socialistes vont faire une déclaration, ou maintenant enfin, les communistes vont... et donc, c'était vraiment le chaos, faire ces films. Moi, j'ai essayé, c'était de filmer le plus possible, avoir plus des histoires possibles, parce que je pensais que la richesse du film serait vraiment sa diversité. Et ça, peut-être, c'est lié aussi à la manière comme je pense qu'il n'y a pas simplement une manière de regarder le Portugal. Donc, c'était important de filmer des choses différentes qui parfois sont des visions différentes. Et parfois, il y a presque des contradictions. Et pour moi, ça, c'est important. Que chaque nouveau morceau peut corriger un peu ce qu'on avait vu avant. Et c'est comme ça qu'on a la vision de l'ensemble. Et donc pendant tous ces 12 mois, on a fait la recherche, on a écrit des scénarios, parfois on a écrit des scénarios, parfois on allait y tourner sans scénario. Et on faisait des répétitions des acteurs, on montait déjà un peu les histoires qu'on avait déjà filmées, donc on faisait tout en même temps. C'était une sorte de petite usine, et on ne savait pas quel serait l'ensemble final. Après ces 12 mois, il y avait un dernier tournage à Marseille, c'est la partie de Bagdad, il est parti avec Sherazade, qui sera dans le 3e volume. Et on a commencé le montage. Donc la première version du film, ça donnait, enfin tout ça ensemble, même déjà avec des séquences coupées dans chaque segment, ça donnait quelque chose comme 9 heures de film. Après, moi j'ai découvert quelque chose j'ai compris que c'était possible de faire 3 films différents et que pour moi l'important c'était qu'ils étaient vraiment différents. Donc ça veut dire que l'expérience de voir ces films, c'est différent de l'autre. Et disons que en organisant le premier volume que j'appelais L'Inquiet, qui s'appelle L'Inquiet, un deuxième où enfin, les personnages sont dans une sorte d'autre étape. Donc si ces personnages du premier volume partagent cette chose de l'inquiétude du réalisateur qui s'échappe de filmer, jusqu'à les tueurs de guêpes qui dit que nous sommes devant une plague,
enfin tout le monde le croit qu'il est inquiet, il chante au milieu de la nuit, les chômeurs sont inquiets à cause de son futur, tout le monde est inquiet dans les films. Et disons que le deuxième volume, on passe à une autre étape, parce que les personnages, même si je trouve ces films un peu très comiques, c'est le deuxième, c'est un film très noir. Je dirais qu'il a moins d'espoir. Ici, cette dernière séquence où tous ces gens se jettent à la mer, c'est un projet politique un peu absurde, mais il y a quelque chose qui rassemble les gens, qui fait l'union entre les personnages, entre les gens. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a encore place pour l'espoir. Et dans le deuxième, c'est plus dur. Cette communauté ne va pas exister de la même manière. On dirait que les personnages sont beaucoup plus solitaires et plus désespérés. Et comme moi, je ne pouvais pas dormir après avoir fait un film comme ça, j'ai terminé avec les Désolés, que c'est toute notre chose. L'Enchanté, que c'est toute notre chose. Ce n'est pas la désolation, c'est l'enchantement. Et je ne vais pas raconter ces films, mais pour répondre à cette question, on a découvert qu'on pouvait organiser les films avec ce parcours que les spectateurs pourraient faire pour chacun des 3 volumes des Mille et une Nuits. Donc c'était découvert pendant le montage. Bien, je vous engage à aller voir d'autres jours, puisque là, il a déjà commencé, Le Désolé et L'Enchanté. Et je remercie Miguel d'être venu vous présenter. À vous.